Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Un parent aide un enfant à acheter un appartement. Une grand-mère donne de l'argent à un petit-fils. Une maison est transmise de son vivant. Sur le moment, on appelle ça un cadeau. Mais au moment de la succession, ce cadeau peut réapparaître dans les comptes. Aujourd'hui, on se pose une question simple. Donation, est-ce que c'est vraiment un cadeau sans retour ? Bonjour à tous et bienvenue dans Tout droit. Nous poursuivons aujourd'hui notre saga Héritage, épisode 4. Avec un sujet que beaucoup de familles connaissent, les donations. Avec moi, mon équipe habituelle, Marjorie Grand, notaire à Valence, Gaël Ruffieux, maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes et Gaëlle Carfentan, avocate en droit de la famille. Deux guests aujourd'hui. Sébastien Richard, responsable du département droit de la famille, Cridon-Lyon. Sébastien, tu étais déjà avec nous dans l'épisode 3. Merci d'avoir accepté de revenir. Je crois que tu as apprécié. Et tu nous as ramené une spécialiste, une fiscaliste qui travaille avec toi, Julie Mognon. Donc toi, tu es juriste et fiscaliste au Cridon-Lyon également. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, je me tourne vers toi, Marjorie, directement. Donc une première question. Quand on donne quelque chose de son vivant, est-ce que c'est vraiment sorti de l'histoire successorale ou est-ce que ça va revenir ? Ça va revenir, oui. Une donation produit toujours des effets au moment d'une succession. Il y a un retraitement au moment de la succession de la donation. Alors, on ne doit jamais employer des termes trop juridiques, mais là, je vais t'en faire une petite liste. On va devoir vérifier que la donation est rapportable ou pas, si elle est faite en avancement de part ou pas. Et en fonction de la nature de la donation, elles ne produiront pas ces mêmes effets-là. Et donc, c'est important de bien faire la distinction entre les donations et leur nature. Alors, on va bien sûr expliquer ces termes, mais c'est toi, Sébastien, qui t'y collera. Marjorie, juste, j'aimerais, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, que tu nous illustres tout ça avec une situation simple. On commence déjà par la base. Donc, on a un enfant qui a reçu une aide importante de ses parents, par exemple, et 20 ans plus tard, la succession s'ouvre. Il se passe quoi ? On va réintégrer dans la succession cette aide qu'il a reçue et avec des valorisations qui ont pu changer. Et on peut donner un exemple qui est très concret, oui. Même finalement une donation qui n'aurait pas été importante. Moi, j'ai eu le cas d'un papa qui donnait à ses enfants. Dès qu'ils avaient 18 ans, il leur donnait 10 000 euros. D'accord. Chacun d'eux, il y en avait 3. Okay. Ils n'ont pas eu 18 ans en même temps, donc ça a été 3 donations différentes. Quelques années plus tard, s'est posée la question du fils qui, lui, avait investi ça dans une start-up qui valait à ce moment-là plusieurs millions d'euros. D'accord. Et juridiquement, si le papa était décédé, dans la succession du papa, on aurait dû considérer que ce fils avait reçu une donation de plusieurs millions. Alors que le papa pensait avoir fait quelque chose de très égalitaire entre ses enfants, 10 000 chacun, finalement, Ils sont redevables les uns envers les autres de la plus-value générée. Pourtant, ça provenait que de son travail. La start-up, elle avait pris autant de valeur parce que le fils avait travaillé dedans. Mais le droit successoral traite ça différemment selon la nature de la donation qui avait été faite initialement. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, le cadeau tranquille d'hier peut devenir la catastrophe, la bombe nucléaire aujourd'hui dans la succession, alors. Oui, et ça peut vraiment tendre les relations familiales. D'ailleurs, si je poursuis sur cet exemple-là, le coup a été rattrapé parce que des notaires ont été saisis un peu de ce cas avant que le papa décède. Donc, des solutions ont été trouvées. On peut réparer. Mais ça a quand même supposé que le fils fasse quand même des chèques à leur sœur. Et quelques années plus tard, parce qu'il y a eu comme un accord, finalement, et quelques années plus tard, quand le papa est décédé, ce fils s'est senti quand même obligé de renoncer à la succession de son papa vis-à-vis de ses sœurs parce qu'il avait bien conscience qu'elles avaient quand même renoncé à quelque chose. Pourtant, lui, il n'était responsable de rien. Tout ça parce qu'il avait bien investi, il a été malin, en fait. Oui. Donc oui, ça peut vraiment avoir des incidences et donc, selon la nature de la donation, il faut faire attention. Alors, Gaëlle, dis-moi, juridiquement, pourquoi est-ce que le droit, finalement, fait revenir des donations du passé au moment de la succession ? Pourquoi ? On le voit bien avec l'exemple de Marjorie. Le souci principal de ces questions de rapport des libéralités, c'est l'égalité entre les héritiers. Et l'objectif, justement, de la libéralité rapportable, c'est de faire en sorte, Sophie, qu'au final, en tenant compte à la fois de ce qui a été transmis du vivant et de ce qui sera reçu au moment du décès, finalement, chaque enfant reçoive la même valeur. Donc,
il y a une expression qui a été employée par Marjorie qui est très claire, c'est l'idée d'avance de part successorale. La donation, en principe, c'est une avance sur la succession. Et donc, ça signifie qu'au moment du décès, on en tiendra compte pour allouer peut-être un peu moins à celui qui a déjà été gratifié par le biais d'une donation. Alors justement, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner un exemple très pédagogique, justement, pour illustrer le cadeau affectif, l'avance sur l'héritage et l'avantage qui serait assumé, voulu, vraiment? Oui, imaginons qu'on est un parent qui a 3 enfants. Un peu comme toi. Exactement. On est d'accord. Le premier, le fils aîné, tout comme moi d'ailleurs, on lui offre pour ses 18 ans, par exemple, une montre. Bon, là, on en a déjà parlé, souviens-toi, dans l'émission qui avait eu lieu juste avant Noël. On avait parlé de ces cadeaux d'usage, de ces cadeaux qui sont faits à l'occasion d'un événement particulier et qui sont d'une somme qui est relativement modeste. Là, pour le coup, on n'en tiendra pas compte au moment de la succession. Donc alors, je t'interromps, mais ça dépend de la montre. Ça dépend de la montre, évidemment. Il faut que ça reste proportionné, évidemment. On ne donnera pas de marque, aux capacités financières de celui qui donne. D'accord. À ma fille, ma deuxième, je vais, dans l'exemple que tu citais tout à l'heure, par exemple, donner 30 000 euros, par exemple, pour acheter un appartement. Là, pour le coup, on est typiquement dans ce que Marjorie évoquait, une donation qui sera rapportable. Donc, on en tiendra compte au moment de la succession. Et si à mon petit dernier, je donne 30 000 euros, mais là, je lui donne 30 000 euros parce que, par exemple, c'est celui qui s'est le plus occupé de moi, par exemple, à l'occasion de ma fin de vie. Alors, dans ce cas-là, je peux faire en sorte que ces 30 000 euros, on voit que c'est pourtant la même somme que celle donnée à ma fille, ces 30 000 euros-là, ils viendront en plus de sa part dans la succession. On l'avantage vraiment, c'est assumé. Exactement. Alors, Sébastien, je t'avais prévenu, c'est toi qui vas t'y coller. C'est là, donc, avec ce que nous dit Gaëlle, qu'il faut qu'on distingue la donation simple, la donation partage, la donation rapportable et la donation hors part. Alors, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux simplifier tout ça sans trahir le droit ? Grosso modo, il y a 3 grands types de donations. Il y a les dons manuels qui ne passent pas par la forme authentique, c'est-à-dire qui ne passent pas devant le notaire. D'accord. Voilà. Et ensuite, on va trouver les donations simples ou ordinaires, classiques, et les donations partage. Alors, le don manuel, c'est vraiment le cadeau qu'on fait de main à la main. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle le don manuel, le chèque, le virement, etc. Un objet particulier. La donation simple, elle va être là, ça va être un outil de transmission uniquement. Ça va permettre de transmettre par anticipation un bien que l'on veut, dont on veut qu'un enfant soit lui-même propriétaire. Tout à fait. Ouais. À côté de ça, il y a la donation partage. La donation partage, là, c'est qu'on veut anticiper sa succession et répartir son patrimoine en amont. D'avance. Mais là, néanmoins, il faut faire attention, il faut être précautionneux et vraiment faire des attributions à chaque enfant. Comme le disait Gaëlle dans son exemple avec 3 enfants, il faut vraiment que dans l'acte, un enfant est un bien à tel endroit, un second est un bien à tel endroit et le troisième est une somme d'argent qu'on va lui donner en même temps. Chacun a un lot. Chacun a un lot et on va arrêter, on va figer la situation à ce moment donné. Et parmi les donations, je reviens un peu en arrière sur la donation ordinaire, on va trouver les deux grandes familles que l'on peut adapter, mais on ne peut pas rentrer dans les détails. Les donations en avance de part, parce que le grand principe de notre droit depuis la Révolution, c'est l'égalité. Les donations en avance de part, c'est-à-dire c'est une avance sur la succession. Et les donations hors part, là, c'est vraiment un avantage que l'on veut créer au profit d'un enfant, au profit d'un tiers. Mais toujours, on en a parlé dans la dernière émission sur le testament, il ne faut pas que ça aille au-delà de la quotité disponible. D'accord, donc hors part, ça veut dire en plus, mais on ne doit pas dépasser la part prévue. Toujours, puisque dans notre droit, on ne peut pas déshériter un enfant, c'est le grand principe également. Finalement, en fait, il ne suffit pas de dire j'ai donné. Ce qui compte, c'est comment j'ai donné. Exactement. Et là, on va voir que le don manuel pêche par cette facilité que l'on rencontre. Le don manuel, vous faites un don manuel, il n'y a pas d'écrit et il ne peut pas y avoir d'écrit parce que c'est le principe du don manuel. C'est pour ça que là, le notaire doit intervenir nécessairement pour qualifier la donation. Est-ce qu'il va vouloir une avance ? Il va demander au client si, lorsqu'il veut transmettre, c'est une avance ou c'est un avantage définitif. Et les mots ont un sens. Et en plus, le notaire, par sa connaissance juridique, va pouvoir faire des détails et faire des aménagements puisqu'on a un champ des possibles assez important dans notre droit. Alors, merci beaucoup. Julie, je me tourne vers toi. Et toi, tu représentes la partie fiscale qui nous fait quand même un petit peu tous trembler. Est-ce que, sur le plan fiscal, une donation, c'est aussi une opération qui se prépare et comment toi, tu conseilles tout ça ?
Oui, donc la donation peut bien sûr être un outil d'anticipation patrimoniale et fiscale, mais c'est une opération qui se planifie pour éviter une imposition lourde et optimiser la transmission du patrimoine. Il faut savoir que la loi accorde des abattements dont le montant va dépendre du lien de parenté entre le donateur, celui qui donne, et le donataire, celui qui reçoit. Donc, par exemple, l'abattement parent-enfant est de 100 000 €. Il existe aussi un abattement spécifique en cas de donation de somme d'argent de 31 865 € qui s'applique sous certaines conditions. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la limite, si on donne dans la limite de ces abattements, aucun droit n'est dû. D'accord ? En revanche, si le montant de la donation dépasse ces abattements, là, on est tenu de payer des droits. Donc le tarif qui va être applicable, c'est également il est déterminé en fonction du lien de parenté entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est un barème progressif par tranche, un peu comme en matière d'impôt sur le revenu. C'est l'État qui le fixe en fait. Tout à fait. Ouais. Plus le montant de la donation dépasse l'abattement et plus le taux augmente. Il faut savoir que jusqu'à 8 000 €, le taux est de 5% de dépassement. Et lorsque le dépassement est entre 15 000 et jusqu'à 550 000 €, on est à un taux de 20%. C'est la tranche la plus habituelle, toi Marjorie, c'est celle-là que tu vois. Donc 20%, c'est plutôt le cadre finalement assez classique. La tranche max, elle est à combien ? 30 après. Ah oui, d'accord. Et une autre chose à retenir, c'est que la clé de l'anticipation fiscale réside dans le fait que ces abattements et ces tranches de tarifs se reconstituent tous les 15 ans. Alors Julie, juste je t'embête parce que toi, tu me dis la tranche après les 20 c'est 30, mais la dernière, la plus haute, la tranche la plus importante, je crois que j'avais entendu, on est à combien au maximum ? 45%. Là, après c'est vraiment des... ouais, voilà. Donc en effet, c'est des gros montants, mais bon, il faut le dire quand même. Oui, tout à fait. Juste un petit rappel quand même, entre étrangers, c'est combien le pourcentage maximum ? 60%. Alors, on se rend compte avec ce que tu nous dis, que finalement, le temps compte. Puisque si ces abattements, ils se régénèrent tous les 15 ans, on se rend compte qu'un cadeau, c'est pas juste un geste, c'est une date fiscale. Tout à fait. La date de la donation est importante. Les donations antérieures, qui sont passées dans le délai de 15 ans, peuvent être prises en compte pour le calcul des droits. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, un parent donne un immeuble à son enfant. En théorie, l'enfant a 100 000 € d'abattement. Mais en pratique, ce n'est pas forcément le cas. Il convient de regarder si dans l'intervalle, dans les 15 années qui ont précédé cette donation, une donation antérieure est venue. Ça se cumule. Voilà, tout à fait. Donc si en 2020, l'enfant a reçu un bien et que 70 000 € d'abattement ont été consommés. Dans ces cas-là, il n'a le droit qu'au reliquat de 30 000 € à pour être exonéré. Tout à fait. Et il faut savoir que cet abattement de 100 000 € entre parents-enfants s'applique même au jour du décès du parent. Donc, on applique cette même règle de rappel fiscal. C'est-à-dire qu'au moment du décès, on va regarder si l'enfant a reçu des donations antérieures de la part du parent et il n'aura le droit qu'au reliquat d'abattement. Donc on se rend quand même compte que c'est hyper complexe. Alors évidemment, côté zizanie, je me tourne vers toi, Gaëlle. Quel est le cas typique qui finit chez l'avocat dans ces histoires ? Alors, le cas le plus fréquent, parce que ça arrive très souvent dans les familles, que les parents aident un enfant à acheter son logement en lui faisant un don de somme d'argent. Mais parfois, même de nombreuses années avant le décès, même 20 ans avant le décès. Et puis au jour du décès, tous les enfants apprennent cette donation et puis apprennent que cette donation doit être réintégrée dans la succession. Et là, les débats peuvent commencer. Ou alors, il y a un enfant qui dit « oui, effectivement, j'ai reçu une somme d'argent, mais c'était une simple aide », alors que les autres disent « non, c'est une donation qu'il faut réintégrer ». Donc le débat, là, va vraiment s'amorcer entre les différents héritiers. Et là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver la preuve de transfert de somme d'argent, qualifier et ensuite voir si effectivement ça doit être réintégré dans la succession. Alors je te prends un exemple encore plus difficile. Là, la famille, c'est jamais rien dit. Ils ont donné à l'un, à l'autre, mais toujours motus et bouche cousue. Et les comptes ressortent. Il se passe quoi ? T'as déjà eu ce cas-là ? Ah oui, évidemment. Tu l'as souvent ? Ça, oui. Relativement fréquent. Ouais. Parce que quand les enfants ne s'entendent pas, quand les héritiers ne s'entendent pas, on a des suspicions de part et d'autre. On a une succession qui souffre. On pensait que le défunt, qui lui-même peut-être avait hérité de ses parents juste quelques années auparavant, il y avait quand même des économies sur les comptes bancaires. Et puis en fait, on arrive et on se rend compte que les comptes bancaires sont quasiment vides. Qu'est-ce qu'on fait là ? On peut demander les comptes bancaires sur une durée de 10 ans. C'est très important. Il faut savoir qu'auprès des banques, on peut faire des recherches et avoir des comptes bancaires sur une durée de 10 ans. Et j'ai un exemple en tête où il y avait un des enfants qui accusait ses deux autres frères d'avoir
pris tout l'argent de l'héritage de la grand-mère, etc., auprès du père. Et puis, on a récupéré les comptes bancaires. Et en fait, on s'est aperçu, en faisant les comptes, que c'était la personne qui criait le plus fort, qui, en fait, avait carrément tout capté l'héritage, que sa nouvelle voiture avait été achetée directement par le défunt. Et donc, on refait les comptes et on arrive à refaire les donations et tous les dons qui ont été faits sur les 10 dernières années. Tu retraces tout. Alors, Marjorie, on va parler maintenant du don manuel, c'est-à-dire l'argent qu'on donne de la main à la main, le petit virement qu'on fait, ou des fois même le plus gros. Est-ce que c'est sans conséquence parce que c'est pas passé chez le notaire? Du coup, on se dit, c'est bon, pas vu, pas pris en quelque sorte. On pourrait, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Ok. En effet, il n'a pas de formalisme, donc on pourrait penser qu'il n'a pas d'existence, mais si, ça reste une donation. Et d'ailleurs, un don manuel doit être déclaré. Les impôts proposent un imprimé fiscal qu'on trouve facilement sur Internet pour déclarer ce don manuel, parce que le don manuel, il peut être important. C'est pas parce qu'il n'y a pas de formalisme qu'il n'est pas important. La somme d'argent que je peux te donner, elle peut bien être d'1 million, donc il y aura bien des effets sur la succession également. Et ça représente une difficulté supplémentaire pour la pratique, parce qu'il n'y a pas d'écrit. Justement, c'est mieux quand il y a un acte chez un notaire, parce qu'au moins on a un acte, les éléments sont qualifiés, on sait quelle était l'intention, comme tu l'as expliqué, Sébastien, que là, c'est de la main à la main. Alors justement, Gaëlle, excuse-moi, je te fais un peu répéter parce qu'on avait fait une émission spéciale là-dessus que, évidemment, ceux qui nous regardent pourront aller voir. Mais quand même, pour résumer un petit peu, comment est-ce qu'on distingue un présent d'usage d'une vraie donation? Est-ce qu'on peut encore insister sur le sujet? Oui, on insiste, c'est important. Le présent d'usage, c'est le cadeau qui est fait à la fois à l'occasion d'un événement particulier, l'anniversaire, Noël, les fiançailles, etc., et qui est proportionné à la fortune de celui qui donne. Donc là, la frontière, elle est parfois un peu discutable et discutée. Mais voilà, l'idée, c'est qu'un bijou, par exemple, offert à l'occasion d'un anniversaire, si on reste dans une certaine mesure, c'est un présent d'usage, tandis que typiquement, les virements qui sont consentis à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, on risque de tomber dans la qualification de donation. Tu le vois, toi, dans les cas pratiques que tu fais étudier à tes élèves et dans ce que dit la jurisprudence. Donc, c'est en fait tous les arrêts que font les juges. Voilà, toutes les décisions. Est-ce que tu vois, il y a vraiment des gens qui vont au tribunal pour ça? Il y a vraiment beaucoup de sujets et beaucoup de contentieux, et Gaëlle le confirmera, sur effectivement cette qualification, soit de présent d'usage, soit de donation. Donc, c'est important d'être clair. Alors, je vais faire un cadeau à Sébastien. Je te pose encore une question piège. Cas concret, on a un parent qui paye les dettes d'un enfant. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est une avance sur la succession? Est-ce que c'est une donation? Comment on qualifie? Les notaires qui t'appellent, tu leur dis quoi? Alors, en fait, il y a un grand principe dans notre droit, c'est que le paiement d'une dette, la remise d'une somme n'est pas qualifié. Juridiquement, c'est ce qu'on appelle un paiement pour autrui. On ne peut pas préqualifier l'opération, que ce soit un virement ou le paiement d'une dette. D'accord. Cette opération sera qualifiée au moment du décès. Et c'est là que le contentieux surviendra, c'est-à-dire, est-ce que papa, quand il t'a remis une somme, t'a prêté de l'argent, donc ça nécessitera un remboursement, ou est-ce que papa t'a donné une somme et que tu as acheté quelque chose avec? Et ça a des conséquences liquidatives non négligeables. Donc le principe, c'est qu'on ne sait pas. Donc c'est pour ça que l'acte authentique, pour des sommes importantes, va avoir une importance capitale, puisqu'il va permettre, lui, de qualifier dès le départ, et il n'y aura pas de contentieux. Alors justement, on prouve ça comment, Gaëlle? Alors, on prouve ça par tout moyen de preuve, mais effectivement, je rejoins ce qui est dit, il faut des écrits, parce que souvent, on a les gens qui arrivent, qui nous disent, voilà, il s'était dit cela, notre père avait dit que c'était une donation, les autres disent, mais non, c'était un prêt qui devait être remboursé, mais quand on va devant le juge, il faut quelque chose de concret. Ce qui a été dit ne suffit pas, même si on peut établir des attestations, non, ce qu'il faut rechercher, ce qui est central, c'est la preuve, et la preuve écrite, est la reine des preuves. Et la difficulté qu'on peut souligner, c'est qu'on a un contexte familial là-dedans, avec les obligations alimentaires qui peuvent interférer en disant j'ai versé cette somme, mais c'était pas ni un cadeau ni un prêt. C'est quoi les obligations alimentaires, justement? Les obligations alimentaires, c'est ce qu'un parent doit aider ses enfants qui se retrouvent dans un état de besoin qui ne peut plus vivre. D'accord. Donc dans certaines situations, le parent va devoir aider son enfant, ça c'est une obligation légale, mais la mesure, c'est toujours pareil. Pour vivre, on n'a pas besoin de sommes conséquentes. C'est pour ça que la difficulté va ressurgir au moment du décès, en disant, vu le nombre de virements que papa ou maman t'a fait, ce n'est pas de l'obligation alimentaire, c'est peut-être des donations ou un prêt. Alors, le cas Tanguy, c'est une obligation alimentaire, en fait. Alors, ses parents, jusqu'à 40 ans, ils ne bossent pas, ils l'hébergent, logés, nourris, blanchis. Ça marche, ça? Alors, ça marche. Et c'est effectivement un contentieux qui existe depuis très longtemps dans notre droit, et avec ce qu'on appelle des revirements de jurisprudence, ou la Cour de cassation, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans vos épisodes précédents, mais
Ou la Cour de cassation va dire c'est une donation, ou va dire non, ce n'est pas une donation. Et ça va générer un conflit. Et on a vu des décisions où les enfants étaient hébergés par leurs parents jusqu'à leur 40e anniversaire. Et bien évidemment, les frères et sœurs peuvent demander des comptes. Alors forcément, ils n'auront pas gain de cause, mais les situations particulières vont faire qu'on devra ou pas en tenir compte. Gaëlle, tu voulais... Alors, je voulais ajouter quelque Interagir. chose. Alors, sur les obligations alimentaires, moi, j'ai souvent la question des études. Parce qu'il y a un enfant qui peut faire des études coûteuses et pendant très longtemps, comparé à l'autre enfant qui, lui, n'a pas fait d'études ou beaucoup moins. Et donc, il y a une disparité. Et ça, ça peut être également discuté. Ou alors, il y a le cas Tanguy, mais il y a aussi il y a une petite maison, une petite dépendance ou le premier étage de la maison qui est mis à disposition gratuitement. Mais est-ce que c'est une donation rapportable ou pas? Ça, ce sont vraiment des cas qu'on rencontre relativement fréquemment. Et ça, ce qui est vraiment important, c'est d'éclaircir. Voilà, de rédiger un acte qui permet justement de clarifier l'intention des parents pour éviter justement tout ce contentieux. Alors nous, on parle justement là de la partie civile, mais Julie, fiscalement, est-ce que l'absence de déclaration d'un don est une faute? Ça, c'est la première question. Est-ce que plus tard, ça peut poser un problème? Ce n'est pas une faute, même si on doit déclarer un don manuel et payer des droits au moment où on reçoit ce don. Toutefois, le don manuel n'est taxé que lorsqu'il est révélé, soit spontanément par le donataire, soit lors d'un contrôle par l'administration fiscale. Et il peut également être taxé au moment du règlement de la succession du donateur. Et c'est là où il vaut mieux sécuriser au moment où le don est effectué que de laisser les héritiers gérer une situation après le décès. Alors, est-ce que tu peux justement maintenant nous donner un exemple fiscal vraiment très concret parce que c'est souvent là que le cadeau a une vie administrative et fiscale. Alors, par exemple, un enfant a reçu un don manuel en 2010 de 120 000 €. Le don n'a pas été déclaré. En 2026, le parent, qui était le donateur, décède. Eh bien, ce don, au moment où il va être révélé à l'administration fiscale, lors du règlement de la succession, il va être taxé. Et comme ce don n'avait pas été déclaré, le délai de rappel fiscal n'a pas pu commencer à courir, ce fameux délai de 15 ans. Donc, au jour du règlement de la succession, il va intégralement, ce don de 120 000 € qui n'a pas été taxé en 2010, va intégralement absorber l'abattement de 100 000 €. Et l'héritier va être taxé dès le 1er euro. Alors que si ça avait été déclaré en 2010, l'abattement se serait constitué. En 2025, il se régénère, il se reconstitue. Oui, tout à fait. Et là, l'héritier n'aurait pas payé de droits au final. Il aurait peut-être payé des droits, mais il aurait eu un abattement de 100 000 € qui se serait appliqué et il aurait payé des droits sur le montant du patrimoine transmis qui dépassait cet abattement. Ok, merci Julie, c'est vraiment très clair. Alors Marjorie, dis-nous, pourquoi est-ce que la donation-partage s'est souvent présentée, Sébastien en parlait avec les lots, comme un outil d'apaisement? Parce que la donation-partage, en réalité, c'est deux conventions. C'est à la fois une intention libérale, on transmet le patrimoine, mais on fait aussi déjà une répartition de son vivant, de ce patrimoine. C'est une sorte de partage anticipé, mais ce partage anticipé, il n'est pas fait entre les héritiers au moment de la succession, il est fait de l'autorité du chef de famille qui est en train de donner. Et donc ça, c'est déjà un outil. Oui, il anticipe, et c'est déjà un outil parce qu'il y a cette autorité du parent qui est en train de répartir son patrimoine et donc un respect qui fait que c'est un outil d'apaisement. Et puis comme généralement dans cet acte-là, tous les héritiers sont invités à l'acte, tout le monde sait ce qui a été donné, pourquoi ça a été donné, comment ça a été donné et à quelle valeur. Et ça permet d'éviter ces suspicions quand les dons sortent un petit peu après, parce que là, tout le monde a été autour de la table et tout le monde est informé. Et c'est en ça qu'il y a un outil d'apaisement. Après, juste pour ceux qui nous écoutent quand même, c'est pas facile parce qu'imaginons, j'ai qu'un bien. Ou alors j'ai un bien, j'ai 3 enfants, comme Gaëlle, on le répète à chaque fois. J'ai un bien, j'ai un peu d'argent et c'est tout. Et j'ai 3 enfants. Comment je peux faire en fait? Le notaire est là pour aider? Oui, c'est pour ça. Oui, le notaire est là pour aider. Puis il fait preuve de création, souvent, de créativité même. Oui, en effet. Alors il y a plusieurs solutions. Le bien peut être attribué qu'à un enfant. Et cet enfant pourrait verser des soultes, c'est-à-dire une somme qui va venir compenser. Une compensation financière, comme un prix de vente finalement. Après, s'il n'y a qu'un bien, en effet, on pourrait donner des quotes-parts, mais là, je suis plus sur une véritable donation. Partage, comme on vient de dire, on revient sur une donation simple, où on pourrait donner un tiers de la maison. Alors là, j'ai pas fait de partage, on est bien d'accord, j'ai donné un tiers du gâteau à chacun des enfants. Mais l'avantage, c'est que j'ai quand même déjà un peu commencé à transmettre, et qu'au moins, si j'ai qu'un seul bien, après, ils se débrouilleront à mon décès, mais j'ai déjà réparti, un peu.
Alors, si j'ai fait un tiers chacun, j'ai pas vraiment réparti et on va les laisser dans le régime de l'indivision. Donc, ils se retrouveraient dans le même situation que si je n'avais rien fait et qu'il y avait une succession, puisqu'à l'instant de mon décès, ils auraient été aussi un tiers chacun du bien. Non, le mieux, et si la famille le permet, c'est-à-dire trouver une solution pour qu'un enfant récupère éventuellement ce bien et verse des sommes d'argent. Après, on peut aussi se dire, on pourrait l'apporter à une société, répartir les parts. Mais voyez, t'as plein de tours dans ton sac. C'est ça, mais en fait, chaque famille a une solution et c'est le praticien. Quand on l'explique aux étudiants, on leur dit bien, la donation-partage, c'est vraiment un acte qui est très pédagogique. Marjorie l'expliquait, effectivement, on va regarder l'ensemble du patrimoine, tous les enfants vont être autour de la table, on va répartir les choses en fonction des projets de chacun des enfants. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un pacte de famille. Ça, c'est vraiment très important de l'avoir à l'esprit et c'est une libéralité qu'on appelle une libéralité collective parce qu'elle réunit effectivement l'ensemble dans l'idéal des membres de la famille. Alors justement, on disait tout à l'heure qu'on pouvait faire une donation hors part. Sébastien, est-ce que je peux donner plus à un enfant qu'à un autre ? Je peux avantager ? On peut avantager, comme on l'a dit, un enfant par rapport à un autre par la donation hors part successorale. Mais il y aura toujours la butée de la quotité disponible et donc de la réserve, on l'a dit. Par exemple, pas dans toutes les familles, mais dans certaines familles, on peut avoir des disputes et un enfant ne parle plus à ses parents et inversement. Et l'enfant qui a toujours des relations avec ses parents va bénéficier, lui, d'une donation, mais comme il est resté fidèle, comme il est resté auprès de ses parents, on va lui dire « moi, je veux te donner le maximum ». Et on peut imaginer une personne qui a sa maison, quelques liquidités, et qui veut avantager cet enfant. Elle pourra faire une donation hors part. Alors, la transmission aura lieu, bien évidemment, mais au moment du décès, on va vérifier que ce n'est pas au-delà de la quotité disponible et que le premier enfant, bien qu'il ne parle plus à ses parents depuis voire 5, 10, 20 ans, doit récupérer quelque chose. Et dans le cas, je donnais, où on n'a qu'une maison et quelques liquidités, bien évidemment, là, c'est pas que c'est pas un conseil à donner, mais il faudra bien avertir celui qui reçoit. Le donateur, lui, on peut l'avertir, mais il ne sera plus là, malheureusement, pour voir ce qui se passera. Mais bien avertir celui qui reçoit qu'il devra des comptes à son frère, à sa sœur, parce qu'il a trop reçu. Justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple où tu as un parent qui veut vraiment avantager son enfant, mais on va se heurter à cette fameuse réserve héréditaire dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les donations. Classiquement, c'est dans une famille où vous avez 2 enfants et qu'on veut tout transmettre à un seul, qu'on veut déshériter. Mais on ne peut pas déshériter dans notre pays. Ok, donc finalement, la phrase « je fais ce que je veux de mon vivant », il faut la nuancer à tout prix. Il faut la nuancer. On peut faire ce qu'on veut dans la transmission, transmettre la propriété, là on peut faire ce qu'on veut. Par contre, on aura une limite. Gaëlle, cette histoire de réduction, est-ce que ça peut créer des tensions, tu le vois, toi ? Évidemment, parce qu'on parle d'équilibre et la réduction, ça peut remettre en cause l'équilibre qui avait été voulu par le défunt et puis aussi celui qui a reçu. Parce que l'héritier qui a reçu quelque chose, lui, ne se considère pas forcément comme ayant été avantagé plus qu'il ne devrait, parce que cela peut être causé dans son esprit. Sébastien l'a expliqué. Peut-être que c'est lui qui s'est occupé du parent malade pendant 20 ans et qu'il trouve ça tout à fait légitime. Et puis l'héritier qui, lui, n'a rien reçu, lui, par contre, il va toujours se sentir lésé. Donc, nous, on est là pour qualifier la situation, dire quand il y a une atteinte aux droits d'un des enfants, dire attention, il y a une atteinte aux droits, et discuter avant que le conflit s'envenime. Alors Julie, est-ce que le bon conseil fiscal va éviter les mauvaises surprises civiles ? Donc, le conseil fiscal ne remplace pas l'analyse civile, mais il va la compléter. Une donation réussie suppose de coordonner le civil et le fiscal. Qui reçoit quoi ? Quelle est la valeur de ce qui est donné ? Et quelles sont les conséquences fiscales immédiates et futures ? Ok, merci, ça c'est très clair. Alors Marjorie, le bon réflexe avant de donner ? Identifier le projet. Qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce qu'on veut une aide ponctuelle ? Est-ce que l'on veut avantager un enfant ? Est-ce qu'on veut quelque chose d'égalitaire ? Est-ce que déjà identifier, et puis finalement la technique juridique, le conseil, se mettra au service de cet objectif. Et c'est pour ça que c'est du sur-mesure. Il n'y a pas de solution applicable à toutes les familles. C'est du cas par cas. Eh oui, c'est ça. Le mot donation, Gaëlle, finalement, il apparaît simple, mais il est loin d'être simple, justement. Oui, parce qu'il contient beaucoup de choses. La donation, c'est effectivement la volonté de celui qui donne, son intention. Mais on l'a vu, c'est aussi finalement protéger les héritiers, les réservataires, les descendants. Et donc, il faut bien avoir conscience qu'en fait, une donation, c'est jamais un acte isolé. C'est jamais un acte ponctuel. Ça va s'inscrire en fait dans un ensemble qui est la transmission familiale. Et donc, il faut vraiment le voir dans cet ensemble-là. Alors,
Gaëlle, le dernier conseil, justement, pour éviter que le cadeau ne devienne un conflit? Alors, ce qui a été dit, il faut absolument clarifier, écrire, se faire conseiller. Voilà, véritablement par un professionnel du droit pour que ce qu'on veut corresponde bien à la réalité de ce qu'on fait et puis à la réalité juridique, parce que le conflit naît de l'ambiguïté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un prêt? Est-ce que c'était un cadeau? Est-ce que c'était une donation? Tout ceci, on doit lever l'ambiguïté pour éviter le conflit qui va naître après le décès, quand le donateur n'est plus là et ne peut pas expliquer ce qu'il lui avait voulu faire. C'est la fin de l'émission. Merci l'équipe habituelle. Merci à nos invités spéciaux, nos stars du Cridon Lion qui nous ont vraiment bien décortiqué tout ça aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous voyez, on le voit, hein, une donation peut être un magnifique outil de transmission, mais c'est pas un geste qu'on improvise. Dans le prochain épisode, l'épisode 5 de la saga, on parle fiscalité. On va retrouver Julie et on va voir que c'est 6 mois qui défilent. Et moi, quand même, je tiens à faire un petit cadeau à Plumette parce qu'elle nous a quand même suivis. Je lui fais donation d'une croquette. Regardez, hop, Plume. Et voilà, elle s'est tout de suite réveillée et c'était super. Merci à tous. Merci.